Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Day-to-Day, le podcast présenté par le Démarque, l'Association des étudiants en marketing de l'Université Laval. On vous souhaite bonne écoute. Allô tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Day-to-Day. Aujourd'hui, on est avec Sébastien et Elisabeth de chez Pizza Salvatore. Allô guys! Allô, ça va bien? Oui, vous aussi? Oui, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là, justement, c'est ça que j'allais dire. Fait que, premièrement, aussi, allô Chloé. Salut, ça va? Oui. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, dans le fond, justement, votre background, qu'est-ce que vous faites présentement chez Pizza Salvatore pour mettre la table? Bon, nous, premièrement, on est 5 frères et sœurs, donc Sébastien et moi, mais aussi Guillaume, Frédéric et Katharina. Puis on a toujours travaillé, Pizza Salvatore, c'est une entreprise familiale. Donc, depuis qu'on est jeune, on a toujours travaillé dans les restaurants, faire de la pizza, de la livraison, répondre aux clients, tout ça. Donc, c'était vraiment naturel pour nous de reprendre l'entreprise familiale quand l'opportunité s'est présentée. Donc, pour moi, personnellement, là, j'ai fait... on est de Québec, donc j'ai fait mes études à Québec. Puis pendant mon cégep à Saint-Laurent, j'étais dans le programme business. Il fallait faire un stage durant l'été. Donc, c'est la première fois que j'ai travaillé dans un bureau. C'était au centre de service Salvatore avec notre père. Et à la fin de l'été, finalement, ça allait bien, tout ça. Donc, je me disais, est-ce que je retourne à l'école ou je reste dans l'entreprise? Mes frères étaient déjà quand même impliqués parce que c'est les plus vieux de la famille. Donc, finalement, j'ai fait un an de cégep, puis j'ai intégré l'entreprise familiale là, comme ça. Quand on a commencé au centre de service, c'était une plus petite équipe. Là. Il y avait une douzaine de restaurants. Donc, on a touché un peu à tout. Il y avait des dossiers qui arrivaient, puis ça, je vais le prendre, ça, je vais le prendre, tout ça. Puis plus l'équipe a grossi, par la suite, plus les départements se sont formés, puis la structure organisationnelle aussi a pris forme plus stratégiquement, si je peux dire. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Sébastien qui est au marketing, puis après ça, on a comme divisé ça vers les communications. Donc, moi, je suis aux communications et rayonnement, donc tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ça prend une grande partie de ce qu'on fait. Mais le rayonnement, les médias, l'image de marque, comment on est perçu, comment on est vu. Donc, pour moi, pour ma part, c'est pas mal ça. Pour mes frères et moi, on a commencé vraiment... les filles travaillaient avec nous dans les restos, mais nous, on était comme un peu des franchisés, dans le fond. Fait que des ouvertures, des fermetures, des rushs d'après-bar avec des centaines de clients chauds en avant de toi. on a vraiment touché aux opérations pendant à peu près 5 ans, les 3 gars. Puis après ça, quand les filles ont fini l'école, ben là, ensemble, on a commencé à travailler au bureau. Puis vraiment, on est sorti un petit peu des opérations, même si on y va encore dans les restos. Puis c'est ça. Chacun des 5 frères et sœurs a vraiment son champ d'intérêt. Fait que ça, on est vraiment chanceux pour ça parce que chacun a pris un domaine dans la compagnie qui l'intéresse. OK. Ah, c'est tellement hot. Oui, vraiment. C'est vraiment cool que les 5 vous soyez là-dedans puis que vous soyez en ligne. Puis comme tu viens de dire, Sébastien, que vous ayez chacun comme votre petite branche à vous. Puis comme, en tout cas, ça tombe bien. Je trouve ça hot. Ouais, on est chanceux. Vraiment. Puis, justement, tu l'as mentionné, Elisabeth, que la structure elle a changé. Vous êtes arrivés puis vous étiez 12. Là, maintenant, c'est quoi la structure de Pizza Salvatore? À quoi ça ressemble? Bien, tu sais, quand on est arrivé, il y avait 12 restaurants, puis tu sais, on est chanceux qu'on a racheté l'entreprise de nos parents. C'était un réseau de franchises qui était en bonne santé financière. Donc, nous, ayant navigué depuis qu'on est jeune dans les restaurants, on connaissait très bien les opérations. Mais là, maintenant, tu sais, quand tu es sur le plancher, c'est plus facile de faire en sorte que le client devant toi il soit bien servi. Mais quand tu es rendu au centre de service, puis il y a 12 restaurants, puis t'assurer que les 12 restaurants offrent le service que tu vas offrir à ta précieuse clientèle, c'était vraiment là notre point d'intérêt, puis nos stratégies étaient toutes en fonction d'offrir un bon service à la clientèle. Donc, ça a quand même pris... il a fallu s'adapter à ce niveau-là pour la gestion de 12 restaurants. Puis aussi, on savait qu'on voulait faire une phase d'expansion. Tu sais, notre père a fait ça, il était seul avec ma mère. On s'est dit, crime, c'est beau ce qu'il a fait, on est 5, les 5, on est super motivés, on veut mettre 100% de nos énergies. Donc, pour nous, c'était naturel de penser à la phase d'expansion. Mais on s'était dit, avant de faire la phase d'expansion, on veut être vraiment stable financièrement. Donc, le prêt qu'on avait pour acheter l'entreprise était sur 5 ans. Okay. Finalement, ça l'a super bien été. On l'a remboursé en un peu moins que 2 ans, 1 an et 11 mois. Malade. Puis c'est suite à ça qu'on a pensé à notre phase d'expansion. Puis c'est ça, la structure organisationnelle de l'entreprise, c'est vraiment ajusté en fonction de l'expansion parce qu'on avait ouvert un restaurant, les 5 ensemble, quelques mois après avoir acheté l'entreprise familiale. Puis les 5, on était dans les opérations à faire 60-70 heures par semaine pendant environ 6 semaines. Oh my God. C'est le fun, c'est une très grosse ouverture, ça a super bien roulé. Mais si on veut pousser une phase d'expansion qui est soutenue avec un rythme régulier, on ne peut pas être les 5 dans les restaurants faire les opérations parce qu'au centre de service, on négligeait un petit peu les opérations du centre. Donc, c'est vraiment là notre frère Guillaume qui avait la vision de la phase d'expansion, qui a vraiment formé l'équipe.
Qu'est-ce que ça prend pour ouvrir un restaurant? Bien, ça prend quelqu'un qui cherche un local, qui signe le bail. L'approvisionnement, bien, on a plein de produits locaux lors de la période des récoltes, le fromage en grains. Ça prend quelqu'un qui trouve les bons produits dans les bons marchés. Le marketing qu'on va faire dans cette région-là. Donc, bref, il y a une dizaine de départements qui rentrent en compte. Donc, on a vraiment mis une équipe en place pour être capable de faire une ouverture par mois quand on a commencé la phase d'expansion en septembre 2020. Fait que c'est là que la structure a grossi, en ayant 13-14 départements. Puis finalement, ça allait quand même bien. L'équipe est super motivée. Puis on a vraiment des très bons gens, des très bonnes personnes à nos côtés pour faire la phase d'expansion. Puis en avril 2021, on a vu que ça allait quand même bien. Donc, on a augmenté la cadence. Puis on a décidé d'ouvrir un restaurant tous les 14 jours. C'est donc, ça. Ça fait presque 2 ans qu'on est là-dedans. Mais c'est ça, l'équipe a beaucoup grossi en conséquence. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs entre les deux aussi. Ouais. Notre phase, tu sais, dans le temps qu'on avait une douzaine de restaurants, on voulait ouvrir des buffets. Ce qu'on a fait, on en a ouvert quelques-uns, puis Saint-Georges, qui est le dernier qu'on a ouvert avant le COVID. Puis dans ce temps-là, c'est ça, 50-60% de nos ventes provenaient du buffet. Puis là, ben, le COVID est arrivé. La première chose que le gouvernement a fermé, avant même de fermer les restaurants, c'était les buffets. Vraiment spécifiquement. Fait que là, on était les 5 enfants chez nous. On était à l'extérieur, je m'en souviens, c'était un dimanche, parce que quand l'annonce est sortie, puis là, les gestionnaires nous appelaient, ben, tu sais, ils ferment les buffets, qu'est-ce qu'on fait, comment ça va marcher, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, il va nous rester le take-out puis la livraison. Fait qu'on va vraiment mettre l'emphase là-dessus, essayer d'être ultra performant là-dessus. Fait qu'on a baissé nos prix, on a fait des promos qui étaient agressives. Puis notre seule pensée, notre seul thinking à l'époque, c'était vraiment, on veut pas perdre nos équipiers. Tu sais, parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans ce temps-là aussi. Puis on s'est dit, on veut pas perdre nos équipiers pour avoir à rembaucher dans 2 semaines quand les buffets vont réouvrir après le COVID. Exact. 2 semaines! On pensait vraiment ça pour de vrai. Fait que là, ben évidemment, comme je pensais 3 jours plus tard, tous les restaurants ont fermé. Puis on a fini la semaine. Tu sais, en restauration, les marges sont quand même petites. Fait que quand tu as des baisses de 10%, ça s'appelle dans le double digit, c'est vraiment grave. Puis quand tu as des hausses de 10%, c'est super bon. Puis on a eu finalement, c'est ça, une baisse. Tu sais, on n'a pas perdu 50%, vu que plus que la moitié de nos ventes, c'était le buffet. On a perdu 10% la première semaine. Fait que c'était quand même bon. Après ça, la deuxième semaine de COVID, on était à 0. Puis là, après ça, les hausses ont commencé à arriver, des hausses de 20% par rapport à l'an passé, 30%, 40%, 50%. Puis c'est ça qui a vraiment permis d'avoir une grande expansion. C'est vraiment le fait que les volumes par restaurant ont vraiment explosé. On s'est mis à ouvrir aussi des restaurants qui avaient des plus grandes cuisines pour être capable de faire des plus grands volumes, pour pouvoir sortir beaucoup de take-out, beaucoup de livraisons à la fois, mais aucune salle à manger. Fait qu'en général, on passait de 3500 pieds carrés à 1500 pieds carrés. Puis on faisait quasiment le double de vente de ce qu'on faisait dans le 3500. Fait que économiquement, le modèle va bien. Donc, c'est ça qui nous a permis de prendre l'expansion puis qui nous permet de continuer à grandir. C'est malade. Vraiment. Puis j'admire beaucoup le fait que justement, vous vous êtes vraiment adapté rapidement. Puis comme que ce modèle d'affaires-là que tu viens de mentionner a tellement comme changé rapidement. Puis qu'au final, c'est super profitable. Puis comme c'est tellement hot, là, vraiment cool. On s'est adapté, puis je pense qu'on a bien tiré notre épingle du jeu. Mais tu sais, de notre côté, on est vraiment chanceux que nos parents n'avaient pas une chaîne de steakhouse, mettons. Vraiment, c'est vrai. Parce que ça se livre pas mal moins bien. C'est tellement vrai. C'est fou. Puis justement, en parlant d'expansion, mettons, demain matin, on starte une nouvelle succursale. C'est quoi les étapes? Comment ça se fait? Ça s'est préparé il y a plusieurs mois à l'avance. Non, mais pas trop. Puis ça commence par le développement. Là. C'est comme le département numéro 1 de l'équipe de, premièrement, trouver le secteur dans lequel on veut s'implanter parce qu'en ouvrant un restaurant à chaque 14 jours, le Québec, c'est grand. On est aussi présent dans 3 autres provinces. De la place, il y en a beaucoup, mais de trouver, c'est sûr, il y a un nombre d'habitants de portes là, dans un rayon de kilomètres qu'on veut pour, étant donné que notre entreprise, c'est une entreprise de livraison beaucoup. Donc, c'est la première étape. Puis après ça, s'entendre avec le locataire de l'immeuble. Des fois, quand ça donne, on achète aussi les immeubles. C'est un modèle d'affaires qu'on aime. Ça nous permet d'avoir aussi un actif en même temps. Donc, c'est ça, c'est de trouver le local, de signer le bail. Et ensuite de ça, je te dirais, c'est la construction. C'est c'est une grosse partie de l'expansion. Quand on a commencé la phase d'expansion, aucun de nous n'avait jamais construit un restaurant, puis on savait que ça allait être une phase soutenue en ouvrant un restaurant par mois. Par la suite, ouvrir 24 restaurants par année, puis c'est des investissements de 10 millions par année. De dire qu'on va prendre un entrepreneur général qui va charger 15 c'est plus d'1 million, quasiment 2 millions par année qu'on allait donner juste en cotation.
Fait que c'est ça, on a parti une compagnie d'entrepreneurs général, puis on s'est dit, on va gérer nos projets nous-mêmes. Donc, il y a eu beaucoup d'accrochages. On n'est pas très habitués. Puis, tu sais, on a posé de la céramique à 3 h du matin la veille d'un restaurant. C'est arrivé une couple de fois. Ou livrer un four à Belleuil. Le four restait dans le stationnement parce qu'on n'avait pas pensé que ça prenait des déménageurs pour amener le four dans le restaurant. Fait que, tu sais, il y a eu plein d'erreurs comme ça. Mais, tu sais, on a rodé. Puis maintenant, on ouvre une équipe à chaque 14 jours. Puis l'équipe de construction est super performante. Puis on a des bonnes personnes avec nous. Mais la construction, c'est environ 6-8 semaines. Donc, c'est ça. Puis après ça, on a une équipe d'ouverture qui vient appuyer les gestionnaires en succursale pour aider à la formation des nouveaux équipiers parce que c'est quand même plus de 30 équipiers lors d'une nouvelle ouverture. Donc, gérer tout ce monde-là puis leur donner les outils pour pouvoir être en mesure d'offrir un bon service à la clientèle. C'est hot. Ouais. OK, mais comme, on dirait que vous en parlez puis ça a l'air si simple. Ouais. Genre, c'est malade. Il y a eu beaucoup d'essais. En arrière de Ouais, ça, c'est ouais. ça. On dirait que des histoires comme le four dans le parking, puis là, on attend d'autres. Ouais. C'est ouais. bon. Il y en a beaucoup. C'est capoté. Peut-être C'est notre genre. Ouais, vraiment. En tout cas, des affaires de même, là, des histoires folles, en tout cas. Tu sais, la structure, c'est beaucoup aussi épais parce que, tu sais, c'est quand même simple. Là. On a un Google Drive, là, c'est un sheet Excel. Puis c'est vraiment toutes les étapes avant une ouverture. Donc, il y a environ 2000 colonnes. Puis chaque colonne est associée à un département. Donc, si l'approvisionnement veut voir qu'est-ce qu'il y a à faire, il regarde toutes les colonnes de l'approvisionnement, puis ça dit quelle date ça doit être fait. Donc, vraiment, toute l'équipe, là, c'est un immense travail d'équipe. Il y a 14 départements, mais les 14 départements travaillent vraiment main dans la main pour assurer que nous, on sait que le 16 mai, on ouvre à telle date, à tel endroit, le restaurant va ouvrir, mais c'est super important que tous les départements livrent leurs tâches à temps. En gros, c'est une grosse to-do list de choses à faire avant l'ouverture d'un resto. Puis si chaque département fait sa job, ben tout roule rondement. Ouais, Tout va bien. Ouais. C'est ça. Je me souviens, moi, ça fait peut-être 1 an que j'avais entendu justement Pizza Salvatore ouvre un restaurant aux 14 jours. Puis la première question que j'avais eue, c'était comment ils trouvent les employés? Moi aussi, c'est ça. C'est ma question. C'est comme on dirait ma question qui m'a sauté. Puis je sais pas si vous avez la réponse, mais comment vous faites pour avoir autant d'employés? C'est fou, là. Ouais. Avec la situation actuelle, mettons, là. Le core, vraiment, le noyau d'un restaurant, c'est tout le temps l'équipe de gestionnaires. Puis chaque fois qu'on ouvre une pizzeria, on met 3 gestionnaires dans la pizzeria. Puis quand tu as un bon gestionnaire, les équipiers vont venir, les équipiers vont inviter leurs amis, puis ça va super bien. Puis on s'est toujours posé la question, comment est-ce qu'on va faire pour avoir les meilleurs gestionnaires possibles d'équipe qui vont faire en sorte que les équipiers vont être super motivés, que les équipiers vont être consciencieux de faire des belles pizzas, qui vont être souriants aux clients, etc. Puis c'est là qu'on a comme créé le programme de franchisage qui est vraiment différent des autres compagnies dans le sens où les gestionnaires viennent travailler avec nous. Il faut qu'il y ait des bons résultats pendant 2 trimestres consécutifs sur des KPI. Fait que, il y en a un qui c'est le CSI, fait que l'indice de satisfaction des clients qu'on appelle. C'est comme un indice qu'on a à l'interne pour savoir en gros si les clients sont satisfaits ou pas. Ensuite, les 2 plus grosses dépenses en restauration, c'est la masse salariale puis le coût de nourriture. Fait que si on a des bons résultats sur ces 3 KPI-là, puis pendant 2 trimestres consécutifs, ben, ils peuvent devenir propriétaires de leur pizzeria. Puis le prix qu'ils payent leur pizzeria, c'est 3,15 fois les profits qu'elle génère. Puis il n'y a aucune autre chaîne de franchise, en tout cas à notre connaissance, qui vend des franchises un pourcentage, un multiplicatif des profits qu'elle génère. Fait que c'est vraiment fair tout le temps. C'est tout le temps 3,15 fois les profits que la pizzeria génère. C'est ça le prix que les gestionnaires vont payer. Puis en plus de ça, on les finance à 100%. Fait que, ils n'ont pas, mettons que tu veux t'acheter une franchise de peu importe la brand, que ce soit Subway, Sushi Shop ou peu importe laquelle. D'habitude, tu prends environ 100 000 dans tes poches, puis tu vas emprunter à la banque 300 000. Fait que, il faut que tu sortes un 100 000 de tes poches, puis le reste, la balance du prix de construction, tu le finances. Avec nous, c'est ça, ils ne sortent rien. On le finance à 100%, puis on le finance au même taux d'intérêt que le programme de prêt aux petites entreprises du gouvernement du Canada, qui est un programme régi par le gouvernement du Canada. Fait que c'est super transparent. Le prix qu'ils vont payer, ça va tout le temps être 3,15 fois les profits. Puis ce programme-là nous permet de vraiment attirer les meilleurs gestionnaires, donc faire en sorte que les équipes soient plus stables en bout de ligne. J'adore. Puis, vraiment. c'est Je vraiment... vais pas te couper. Non, c'est bien J'allais correct. dire, on s'en porte un, là. Je suis dans. Mais ouais, c'est ça. Puis ça nous a vraiment... C'est ça qui nous permet de croître. C'est ça qui nous permet aussi, selon moi, d'avoir les moyennes de vente par unité qu'on a actuellement. Puis en bout de ligne, en restauration, tu as beau avoir plein de restaurants, mais ce qui compte vraiment, c'est ta moyenne de vente par succursale. Pour savoir si tu es en santé ou pas. Oui, Ouais. exact. Vraiment. Puis là, au début, vous avez dit que vous en aviez 12. Là, on est rendu à combien? Mettons, là, on est en quoi? Mars Aujourd'hui. 2022. Aujourd'hui, il y en a un qui ouvre, ouais. Hein, à Mirabel, Mirabel, ouais. ça va être le 64e. Wow, félicitations, guys. Bravo, bravo. Merci beaucoup. C'est vraiment hot. Oui. Depuis 2020, maintenant? Ouais, genre. Ouais, septembre 2020. Mais tu sais, puis on dit félicitations, tout ça, mais tellement l'équipe derrière, puis il y a beaucoup de gens aussi au centre de service que
bien, beaucoup, c'est sûr qu'ils s'en viennent diluer avec, on est rendu plus d'une centaine là, au centre de service, mais il y a des gens dans l'équipe de gestion qui étaient dans les restaurants avec nous, qui n'avaient pas nécessairement de background justement pour construire un restaurant, puis maintenant, bien, ils dirigent l'équipe de construction. Puis c'est des gens qui ont grandi avec nous à l'interne, puis qui c'était juste de par leur volonté qui ont accompli vraiment des grandes choses, puis c'est un très gros travail d'équipe. Là. C'est vraiment cool. Puis au niveau de... Là, on a un peu jumpé, là, mais au niveau de travailler en famille, une entreprise familiale, c'est comment? Je pense qu'on s'apprécie tous vraiment. On est vraiment reconnaissants de travailler ensemble puis de bien s'entendre. Puis on a appris assez rapidement l'importance, quand tu parles à quelqu'un qui est pas ta famille, tu vas tout le temps mettre des gants blancs. Tu vas tout le temps faire attention pour ça. Mais c'est vraiment important de mettre les gants blancs quand tu t'adresses à ta famille aussi, même si des fois tu as le goût de dire « Chris Bette, t'as pas encore fait ça? » Ben tu peux pas faire ça. Faut que tu y ailles comme si c'était quelqu'un de l'externe. Puis je pense que c'est ça qui nous... En tout cas, à date, ça va super bien, fait qu'on touche du bois. C'est un bon conseil. En vrai que je l'aurais pas vu comme ça. Puis c'est vrai, à un moment donné, tu deviens tellement confortable avec quelqu'un d'autre. Puis même, je trouve qu'au sein du Démarque, on s'appelle un peu une petite famille aussi. Puis genre, on travaille beaucoup ensemble les 10. Fait que des fois, on monte peut-être un petit peu de tact. Fait à garder en tête. On travaille avec nous. Tu sais, nous, on est toute une gang d'amis. Ça fait la même chose quand c'est des amis. Oui, totalement. Famille, amis. Puis après, on chill dans le local pendant 2 heures. Puis après, on arrive en rencontre. Tu sais pas comment être plus sharp, mais on va mettre les gants blancs, gars. Oui. On va s'en rappeler. Très cool. Moi, j'ai des questions au niveau du marketing. Là, vous avez une stratégie assez omnicanale. Vous avez touché quand même beaucoup de canaux, autant en hume, autant en traditionnel. C'est quoi votre thinking derrière ça, justement, d'avoir autant de tactiques marketing en place? On essaye de tout le temps vraiment se démarquer, peu importe c'est quoi le channel qu'on va utiliser. Que ce soit quelque chose comme la radio, qui est super traditionnel, mais de ne pas faire des 15 secondes, des 30 secondes comme tout le monde fait, d'essayer de faire plus des placements de produits. Quand on fait la télé, même chose. C'est pas juste acheter des spots, mais vraiment essayer de faire en sorte que les gens se rappellent plus de nous, finalement, en bout de ligne. Fait que c'est ça. C'est vraiment tout le temps, peu importe c'est quoi le média qu'on choisit, d'essayer de ressortir du lot. Très cool. Puis est-ce que justement, toi, là, on se tutoie, c'est correct. Au niveau du marketing, justement, est-ce que tu t'occupes de tout? Comment ça marche? Tu sais, y a-tu une équipe en dessous de toi? C'est toi la tête marketing? J'ai longtemps été tout seul. Après ça, on a rentré une deuxième personne. D'un, on ne se pourrait jamais été tout seul parce qu'il y a toujours Élie au com. Puis veut pas, les communications sont une partie énorme de l'entreprise parce que elle envoie des communiqués de presse aux journaux. Puis quand que des gens écrivent des articles sur toi, peu importe c'est quoi le média, ou parlent de toi à la radio ou des choses comme ça, ça vaut extrêmement cher, puis ça coûte absolument rien. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment une grosse partie aussi que Élie faisait dans le volet communication. Côté marketing maintenant, on a grandi l'équipe. Notre directeur marketing maintenant, c'est un gars qui est plus jeune que toi. OK. On a été le chercher à Toronto. C'est malade. Oui, il est vraiment... c'est un ami de quelqu'un qui travaille avec nous. Puis c'est ça, le gars, il habite à Toronto depuis toujours. Puis là, il est déménagé à Québec cet été. Il est vraiment, vraiment sharp, super... il a un bon œil, super minutieux. Fait que, c'est ça. C'est on a une belle équipe. Cool. Puis justement, en termes de... Je sais pas par où commencer, il y a tellement de trucs qu'on pourrait aborder, mais... Au niveau des réseaux sociaux, c'est quoi votre tactique présentement que vous utilisez? On marche vraiment à 2 volets, je peux dire, là, notre volet organique et notre volet créateur de contenu, qui a peut-être été boudé par certaines autres entreprises au début, mais on dirait que les gens commencent à voir la valeur, vraiment, les créateurs de contenu, c'est des gens qui sont super créatifs, qui sont très intelligents aussi, ils comprennent ce que tu veux, puis ils contrôlent le message aussi de... Tu sais, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas qu'un influenceur ou un créateur de contenu dise « Hey, chez Salvatore, l'épisode large, on fait 14,99 cette semaine. » On veut vraiment plus un placement de logo ou de produit dans une situation qui ressemble à ce qu'il crée naturellement. Donc, quelqu'un qui fait souvent des blagues ou peu importe, tu sais, juste qui fasse ça avec un gilet Salvatore, subconsciemment, son auditoire va voir ça. Puis nous, ça nous permet de toucher une clientèle, un auditoire qu'on ne touche pas nécessairement avec nos propres réseaux sociaux et qu'on y va de manière organique. Puis les gens trippent aussi quand ils voient... Quand tu regardes un contenu, tu sais que tu aimes la personne. Fait que, puis là, tu vois une marque. Fait que là, tu associes... Tu es heureux, tu as du trip à voir le contenu de la personne. Puis là, tu associes la marque à la personne. Exact. J'ai en tête... tu sais, des fois, on a fait une erreur, mettons, je vais revenir plus tard. C'était pas un temps une erreur, là, mais on aime ça essayer puis aller loin. Connaissez-vous, mettons, Samy Landry?
En gros, c'est un gars qui se déguise en trans, puis tu sais, il est vraiment trash là, quand il parle. On pourra passer un extrait maintenant. Puis, lui, c'était vraiment pas une erreur. Même, je pense qu'on a placé du logo avec lui. Puis, tu sais, il a fait quelques-unes de nos pubs où est-ce que, tu sais, en gros, il faisait juste placer des boîtes à pizza. Puis, les gens qui le regardent, ils font « Hey, son game de placer avec ça. » Puis, les gens aiment ça, puis ils apprécient ça. Puis, perso, tu sais, je le trouve vraiment, sincèrement, vraiment très drôle, le gars. Ouais. Fait que, bref, on place notre logo dans un contexte dans lequel les gens ont du fun. Puis, on dit tout le temps aux créateurs de contenu, faut vraiment que ce soit organique puis que ce soit... tu sais, faut pas que tu déformes ton contenu pour nous. Faut juste que tu sois capable de, comme avec des hoodies, mettons, comme ça, de placer notre logo dans ce que tu vas faire. Puis, en général, ça donne vraiment, vraiment des bons résultats. C'est juste, mettons, tu sais, à un moment donné, il y avait un podcast, puis je les adore, les gars, OK? Puis ils font vraiment du bon stock avec les gars de Prends un break, puis ils nous ont donné des visibilités exceptionnelles. Ouais. Puis, c'est juste à un moment donné, ils interviewaient, je pense, une prostituée ou quelqu'un qui est dans le domaine de la porno. Puis là, elle disait genre, j'avais encore le vagin plein de sperme quand le deuxième gars est arrivé. Puis là, t'as ton logo de pizza en arrière. Puis là, t'es comme, tabarouette ça, on l'a échappé solide, là, faut pas faire ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça doit être comme de gérer un petit peu ben là, on a toujours donné une carte blanche. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, on demande un peu, ça va être quoi environ le contenu avant que ça tourne. Puis avant que ça soit en ondes aussi, on veut visualiser. Parce que la dernière chose à laquelle tu vas associer de la nourriture, c'est de la sexualité. Pas dans notre cas, en tout cas. On essaie de dégager des valeurs familiales, c'est d'entraide, de tout ça. Puis là, ben, ça a clashé un peu. Mais depuis ce temps-là, en tout cas, on essaie de mieux superviser c'est quoi qui va être diffusé. Ben oui, c'est parfait. Puis justement, c'est ce que j'allais dire. On dirait que, en tout cas, pour ma part, durant la dernière année, je vous ai vu exploser, moi surtout aussi. Sur les réseaux sociaux. Là. Ouais. On dirait que je suis sur mon TikTok, puis il y en a un sur 4, il y a Pizza Salvatore. Ouais. Je trouve ça vraiment cool, mais justement, de là, ma question de... Est-ce que c'est vous qui les approchez? Est-ce que c'est eux qui vous approchent? Comment ça fonctionne par la suite? Est-ce que une fois, 2 fois, 3 fois? Bien, pour les créateurs de contenu, je pense que maintenant, les créateurs du Québec et des autres provinces, ils savent qu'on fait affaire avec des créateurs de contenu. Donc, on se fait vraiment plus approcher qu'il y a 1 an ou 2, mettons. Il y en a vraiment qui en font aussi sans qu'on les ait approchés, sans qu'ils nous aient parlé, puis sans qu'il y ait rien de gratuit. Okay. On dirait que le monde sont... comme fiers. Habitués de voir Pizza Salvatore sur l'écran. Fait que là, c'est eux qui s'associent à nous. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais ça nous fait de la pub c'est malade. Gratuite. Mais c'est ça. Puis tu sais, il y en a beaucoup aussi que c'est des relations un peu plus long terme, si je peux dire. Donc, ils ont des excellents résultats. Puis tu sais, nous, c'est vraiment fair, en tout cas pour tout le monde, là, parce que avec le temps, il y a des agences de créateurs de contenu qui se sont créées, puis c'est super le fun, ça apporte des opportunités aux créateurs qui n'auraient peut-être pas eu nécessairement sans être au sein de ces agences-là. Par contre, des fois, les prix, ça n'a juste comme pas de bon sens, tu sais, surtout sur... puis tu sais, ça dépend des plateformes, mais sur Instagram, c'est rendu, tu sais, 10 000 $ pour une publication, alors que tu n'as aucune certitude de la retombée de visibilité que tu vas avoir. Puis ça m'a amené, ça a comme atteint un certain point de cassure, en tout cas pour nous. Puis je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui se détachent des agences puis qui sortent des agences parce que les entreprises sont plus prêtes à payer ça. Quand tu achètes de la publicité n'importe où, que ce soit radio, télévision, des circulaires, de l'impression, tu payes un coût du 1000 puis tu sais exactement c'est quoi. Mais à payer carte blanche sans avoir de retour, ça fait comme plus de sens maintenant. Fait qu'il y a beaucoup de créateurs. En tout cas, bref, nous, comment on fonctionne, c'est un prix du 1000 avec un plafond. Fait que si ton vidéo est vue 100 000 fois, moi, je sais, puis le créateur de contenu va savoir qu'il va être payé tel prix. Si le vidéo est vue 50 000 fois ou 1 million de fois, on sait à quoi s'attendre, puis le créateur veut performer puis offrir un excellent contenu pour avoir beaucoup de visibilité. Puis c'est payant pour nous, c'est payant pour lui. Fait que, bref, on a des relations d'affaires, on a des créateurs de contenu qui, c'est 1 mois sur 2, on fait affaire avec eux, puis ça va super bien, puis ça, on apprend à se connaître. Puis aussi, il y a des créateurs aussi qui se sont partis des agences. Je pense à Antotran, on a collaboré. C'était comme un de nos premiers collaborateurs. Lui, il est dans les 2 sièges. Il est créateur de contenu puis aussi propriétaire d'une agence. Donc, il a vraiment le souci d'offrir du contenu de qualité pour les entreprises. Puis, il a le souci aussi du bien-être des créateurs de contenu. Fait que c'est vraiment un bon entre-deux. Très hot. Puis aussi, ce que je trouve vraiment cool de votre approche, je trouve que vous avez vraiment le don de surfer sur les trends, là. On dirait que, en tout cas, props pour ça. Puis comment, justement, vous gardez à l'affût de qu'est-ce qui se passe? Puis on le sait, ça change tellement vite, là, surtout, mettons, TikTok. Fait comment ça fonctionne, mettons? Parce qu'on passe trop de temps. Au grand désarroi de nos conjoints, oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vraiment cool. Mais aussi, on est super ouverts, là, tu sais, l'autre fois, je me rappelle plus qui, là, une fille au RH, elle dit « Hey, ça, c'est trending en ce moment, Facebook. » Puis on était comme « Hey, ouais, c'est vrai, t'as raison. » Puis genre, puis là, tu sais, on y va, puis t'as-tu une idée? Puis on dirait que le monde,
tout le monde participe un peu à lancer des idées, c'est ça, mais c'est sûr qu'au com, puis au marketing aussi, mais on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, c'est pas dérangeant de voir la fille aux communications qui est sur son cell pendant 2 heures de temps à scroller parce que tu sais qu'elle cherche des idées puis du contenu. Mais c'est beaucoup de recherche puis de présence personnelle sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est du travail. Oui, c'est ça. Faisons. Mais c'est du travail le fun, par contre. On est chanceux d'être dans ce domaine-là. C'est vraiment le fun. Ah, c'est cool. C'est hot, puis je trouve ça cool que justement, la fille au com, elle peut scroll sur son zèle pendant 2 heures parce que, tu sais, même, en tout cas, nous, on est ici en marketing, puis on dirait, tu sais, moi, je le sais que c'est important, mais des fois, à ma job, je me sens mal de scroll pendant 2 heures. C'est ça, c'est comprenable, pas faire ça, mais... Ben, tout est down aussi à un coût par 1000. C'est un coût par 1000 impressions. C'est vraiment de même qu'on calcule la retombée. Puis d'essayer d'avoir des idées originales vont te permettre d'avoir un coût par impression qui va être beaucoup plus bas parce que ton stock va être intéressant. Exactement. C'est cool. Puis là, on a quand même parlé de market nu, mais au niveau du market traditionnel, tu sais, je sais que je vous ai quand même beaucoup vu dans des pamphlets. Justement, vous avez parlé de radio, TV tout à l'heure. Comment ça fonctionne, justement, votre stratégie de plus traditionnelle? Puis est-ce que c'est la même clientèle que vous souhaitez venir rejoindre qu'en UM ou c'est 2 personnes complètement différentes? La télé, à part les émissions comme Occupation Double, peut-être, vont être extrêmement vieilles. C'est fou quand tu analyses les codes d'écoute. Tu as souvent, plus que le 3/4 de la cote d'écoute qui a plus de 60 ans. Oh my God. Oui, c'est vraiment un média qui est probablement qui est en fort déclin. Mais c'est ça, fait que là, tu essayes de trouver des émissions. Notre clientèle est plus jeune, fait que c'est plus du 18-45 qu'on va viser. Puis, c'est des émissions comme Occupation Double. On fait du média traditionnel. On essaye tout le temps des choses. Fait que, par exemple, on a fait un blitz de radio l'été passé. Puis, on s'est dit, on va essayer de faire ça différemment encore. Fait qu'on a fait des placements de produits dans les émissions. Fait qu'on envoyait de la pub, puis les animateurs en parlaient en ondes. Puis, on s'est dit, on va essayer ça. Ouais, c'est ça. Puis, ça n'a pas été tant bon, pour vrai, en termes de retour. Fait que là, on s'est dit, peut-être que la radio marche moins. Peut-être que le monde est plus sur Spotify ou des choses comme ça. Notre clientèle, du moins. Fait que ça, on met la radio de côté pour l'instant. La télé, la première fois qu'on a fait, justement, c'était avec Occupation Double. Il y a la grosse histoire. Oh my God. Oh non. On n'est pas obligé d'en parler si vous ne voulez pas, mais mettons, si jamais... Ben non, mais je pense qu'on a quand même... Belle a été super accommodant. Puis tu sais, c'est sûr que tu veux vraiment pas associer ta marque avec quelque chose de négatif. Ceci étant dit, les ventes ont été excellentes. Fait que je pense que les gens qui l'écoutaient aimaient l'émission. Fait que on revient au contenu où est-ce que on va pas nécessairement aimer le contenu de tous les influenceurs, mais les gens qui les regardent vont l'aimer. Donc, c'est bien d'être là quand il y a un contexte de plaisir. Puis d'être là le plus possible et non dans des traditionnels 30 secondes que maintenant, en plus, la plupart des gens peuvent juste le skipper, les pubs, à cause qu'ils l'écoutent soit en ligne ou soit en rediffusion. On a fait de la radio, circulaire, on en fait. On s'est toujours fait dire que le circulaire, quand tu faisais de la livraison, c'était ton pain et ton beurre. On a essayé d'en enlever pour la première fois il y a 1 an et demi maintenant, au mois de décembre. En décembre, oui. Oui, décembre, pas qui vient de passer, l'autre d'avant. C'était à tous les mois, on fait nos circulaires de façon religieuse. Puis, tu sais, c'est dans le gros, on envoie des menus par la poste. Puis là, on s'est dit, on va essayer de voir s'il y avait des hausses de papier. Tu sais, je sais pas, vous avez sûrement entendu des hausses des 2x4 pendant le COVID. Vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune, OK. En tout cas, les matériaux ont jumpé, le papier a triplé. Fait que... OK. Ils ont parlé... Le matériau, oui, les papiers. OK. Je sais pas. J'étais en plein de Renault chez nous, ça doit être pour ça. Mais puis là, le papier a jumpé. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait si on essaye de le skipper? Fait que là, on s'est dit, au lieu de... Tu sais, la distribution de circulaire nous coûte environ 150 000 par mois, ce qui est vraiment beaucoup d'argent. Fait que là, on s'est dit, à la place de faire ça, on pourrait redonner 100 000 $ à nos clients. Genre, puis c'est vraiment cool, ça ferait parler. Puis les ventes ont été super bonnes, vraiment, vraiment. Puis, mais encore là, c'est un budget qu'on a pris pour mettre un peu plus sur le numérique. C'est sûr, ça nous a apporté une visibilité dans les médias nationaux. Radio-Canada en a parlé, Journal des Affaires, quand même les médias en ont parlé. Mais on a quand même pris ça pour annoncer les gagnants puis faire connaître le concours. Ça s'est beaucoup passé sur les réseaux sociaux. Puis cette année-là, c'est ça, on l'a fait pour la 2e année en décembre dernier. Mais la première fois qu'on l'a fait, on faisait tirer 10 lots de 10 000 $. Fait que là, puis c'est ça, puis comment on faisait connaître ça, c'est qu'on annonçait les gagnants sur les réseaux sociaux de par des créateurs de contenu. Fait que, mettons, tel créateur qui habite à Laval, ben il allait faire un gagnant à Laval, il filmait sa réaction, il le mettait sur ses réseaux sociaux, il allait chercher un auditoire X. Nous, on le reposte sur nos réseaux sociaux, on va chercher un auditoire Y. C'est ça, ça avait vraiment bien... Les ventes ont été super bonnes, en tout cas. Fait qu'on l'a refait cette année aussi.
on s'est donné un peu plus de troubles. C'était 100 lots de 1 000 $. On s'est dit, on va essayer de toucher un peu du monde un peu partout au Québec. Puis au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Ouais, c'est ça. C'est ça, on a fait 100 lots de 1 000 $. Mais ça a bien été. Ça a bien été aussi. Fait qu'on aime ça, c'est essayer des affaires out of the box, bref. Oui. Puis l'an passé, on avait fait avec Matt Duff, la pizza payante. Où est-ce que si tu commandais, tu avais une chance sur Matt Duff qui vienne te livrer, puis là, il te posait des questions, puis tu pouvais gagner comme, je pense que c'était 1 000 $ par bonne réponse. Jusqu'à 5 000. Jusqu'à 5 000 $, c'est ça. Fait que ça, c'était ses réseaux sociaux aussi. C'est hot. En prenant l'argent des circulaires, à la place de faire des circulaires. Fait qu'on aime ça prendre l'argent des circulaires pour essayer des nouveaux trucs. En général, quand on fait ça, ça marche bien. Ouais. Fait que, c'est juste un mois qu'il n'y a pas de circulaire, dans le fond. Ouais, c'est ça. Okay. Puis justement, ces idées-là, c'est qui y pense? Oui. C'est nous. Est-ce que tout se fait à l'interne? Ou c'est vraiment des agences? Le 100 000 $ qu'on faisait tirer, ça, c'était un coup de tête quasiment. Ouais. Ça fait, on l'essaye, on va voir que ça fait. Une semaine avant de décider si on envoie des circulaires ou non, c'était vraiment dernière minute. Ouais. Vraiment, on l'essaye et on verra ce que ça donne. Finalement, ça a été un bon coup de dé. Mais ouais. Matt Duff, la pizza payante, même chose. On parlait, qu'est-ce qu'on préfère, qui va faire parler, et puis tout ça. Très cool. Puis justement, là, je repose ma question, mais est-ce que tout le marketing est fait à l'interne ou vous travaillez des fois à l'externe avec des agences, peu importe? À l'interne. Tout in-house. Ouais. On aime ça. On adore. Je pense que tu as vraiment un meilleur contrôle sur ton image de marque quand c'est à l'interne versus à l'externe. On a aussi pris la décision quand on a racheté l'entreprise de nos parents en 2018. À ce moment-là, le slogan, c'était « Moins cher et fier de l'être ». Puis, tu sais, c'est bien correct. Ça allait chercher une certaine clientèle, puis l'entreprise était financièrement en santé. Mais tu sais, ça appartenait plus à nos parents. Puis nous, on s'est dit, comment on veut être perçu? Qu'est-ce qu'on veut dégager? Puis je me rappelle, on était les 5 dans la salle de conférence, puis on avait comme un débat un peu, pas un débat, mais les 5, on était d'accord, sauf notre père. Non, mais tu sais, quand on s'est dit, est-ce qu'on va être un peu plus perçu Starbucks, haut de gamme, vraiment classe, ou une entreprise le fun, dynamique, puis on était comme crème, on a 20, tu sais, on avait à ce moment-là entre 20 et 30 ans, je sais pas, tu sais, on est quand même dynamique, tout ça. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, bon, on va tourner notre image de marque plus à notre image, là, jeune, dynamique. Tout en essayant tout le temps de dégager l'image aérienne. Notre but, quand on fait les recettes, mettons les pizzas, si on fait des tests, c'est vraiment tout le temps de faire en sorte que le produit soit le meilleur possible en premier. Puis après ça, on ne check pas vraiment le prix des ingrédients. Je pense que les gens aiment mieux payer leur pizza 2 $ plus cher que d'essayer d'être tout le temps le moins cher. C'est ça. Fait qu'on dit, on va arrêter de se battre sur les prix. Même si on a tout le temps des promos, je pense qu'ils sont bien perçus par les clients. Mais notre notre focus principal va vraiment être d'essayer de livrer la meilleure pizza possible. C'est sûr qu'on n'ira jamais faire une pizza avec du caviar dessus, là, vu que c'est pas notre brand, mais... tout le temps de qualité. Tout le temps, c'est ça. Quand on fait les tests, quand les achats apportent les tests, mettons qu'on teste le bacon, ben il y a 4 pizzas sur la table avec 4 sortes de bacon différents. Puis la première question, on parle même pas de prix, c'est laquelle que le monde a préféré. Donc, tout le monde prend un petit morceau, un petit ou un plus gros morceau des 4, des 4 pointes, puis là, on goûte, puis ben moi, c'est celle-là ma préférée, puis ceux qui ont le plus de votes, c'est avec ceux-là qu'on va travailler puis que les négociations vont entrer en compte, mais jamais on va se dire, dépendamment du prix, rapport goût et prix, c'est vraiment le goût, puis après ça, on va travailler fort pour avoir un bon prix. C'est hot que vous ayez pris ce tournage-là, de justement être pas cher, à être funky, maintenant. Parce que je pense que ça vient plus nous joindre aussi, tu sais. Moi, je sais pas, moi, les trucs de pizza, ils coûtent combien ailleurs, puis c'est pas nécessairement là-dessus que je vais m'arrêter, mais là, je sais qu'à toutes les fois qu'on se commande la pizza, on commande tout le temps chez vous parce que on trouve ça hot. Vous êtes un de nos partenaires aussi, mais on tripe, mais comme, tu sais, il n'y a pas une fois cette année qu'on a dit où qu'on commande la pizza. Non. Tu sais, on dirait, je sais même pas c'est quoi les autres places de la pizza. Pour vrai, honnêtement. Puis tu sais, quand on a fait un peu l'image de marque aussi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, on pensait à des entreprises qu'on aimait, tout ça, puis je pense que, tu sais, comme, de nos jours, les gens veulent vraiment connecter avec un profil humain et non juste une entreprise de voici les produits, voici les prix. Fait qu'on s'est comme dit, on est une entreprise familiale, on vient d'ici, tout ça. Fait qu'on s'est comme un peu mis de l'avant. Puis, tu sais, nous, on avait comme exemple, mettons, Chocolat Favori, tout le monde connaît Dominique Brown, ou 3 fois par jour, Marie-Lou. Puis, tu connectes avec ces personnes-là, même si tu les connais pas, c'est comme si c'est un sentiment de, je veux les encourager, je trouve ça cool ce qu'ils font. Fait que, tu sais, on a comme pris aussi une tournure, on a mis de l'avant le fait qu'on est une entreprise familiale d'ici. Viser les entreprises familiales, le fun, puis produits de gamme. Fait qu'on essaye de diffuser ça. Mais je pense que c'est réussi. Oui, vraiment. Puis il y a une question, genre, Sébastien t'a mentionné, tu sais, là, mettons, vous aviez comme un meeting, vous étiez les 5 ensemble, puis mettons, votre père qui était pas nécessairement d'accord. Est-ce que, à quel point, mettons,
eux, c'est leur entreprise, vos parents, est-ce qu'ils ont encore un petit peu leur mot à dire ou genre comment ça fonctionne? Non. Ben, Ils sont out. Je peux dire aussi, pas le point de cassure, là, parce qu'on a une super bonne relation avec nos parents. Chaque lundi soir, on est 27, on va tous souper chez nos parents, toute la famille. La fin de semaine, on est au chalet. Oui. On a vraiment une bonne relation. Mais je me rappelle quand notre père était encore impliqué, ça devait être en 2015, on voulait lancer une application mobile. Puis notre père est pas très techno. Puis ça avait comme pris 3 heures à expliquer la différence entre une application mobile et un site web. Puis là, à un moment donné, on était les 5 avec lui. Puis là, ça avait comme plus de sens. Puis on a dit... C'est normal aussi, il n'est pas né avec ça, nous on est né avec ça. C'est ça, puis, exact. Puis là, on a dit, ben là, tu t'en vas ou on s'en va, là. Ça s'en va nulle part, cette affaire-là. Fait que, puis c'était comme un peu à la blague, mais c'est là qu'après, il a pris le téléphone, il a appelé Raymond Chabot, puis il a dit, OK, là, on va commencer le processus de rachat d'actions. Ben, en fait oui puis non, là, mais il y avait... En fait, quand il nous a vendus, il y avait 2 options. Soit il vendait à nous, soit il vendait à Pizza Hut. Pizza Hut l'avait approché pour transformer les 12 restaurants qu'il y avait en Pizza Hut. Fait que là, il y avait... Puis finalement, ça, il a vendu à nous au prix que Pizza Hut lui offrait. OK. Ouais. Mais à le point de comme, tu sais, c'était comme des frictions intergénérationnelles, mais quand on a racheté, on a signé les papiers, puis il n'est plus vraiment impliqué. Tu sais, il a encore son bureau à notre bureau, puis il aime ça venir faire son tour. Tu sais, tout le monde l'aime. Tu sais, il quand parle il avec le pense monde. qu'on se trompe, il vient nous le dire. Et justement, tu sais, comment qu'il voit ça, lui, présentement, l'avenue que vous êtes en train de prendre? Tu sais, es-tu vraiment fier? Es-tu des fois encore... Mais c'est sûr qu'il est italien, fait qu'il le dira jamais. Ça, on le perçoit pas trop. Mais je pense qu'il est content que ça soit resté dans la famille aussi. Puis, tu sais, il y a 16 petits-enfants aussi. Fait que je pense qu'il est content de voir qu'on s'est fait approcher dans les dernières années par des multinationales pour se faire acheter. Puis, tu sais, pour nous, c'est vraiment important que ça reste québécois et qu'on puisse offrir la même opportunité à la 4e génération. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui le rend vraiment fier. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est nos parents parlent de notre père, mais notre mère aussi. Surtout à Seb puis moi, nous envoient des textos, puis « Hey, là, telle affaire, j'ai vu ça passer. » Puis là, on est comme « Oui, c'est beau, maman, gère. » Tu sais, ils ont quand même, tu sais, le sentiment d'appartenance est extrêmement présent, puis c'est normal. Puis on l'apprécie, là, qu'ils veulent prendre soin de nous comme ça. Tellement cute. J'adore. Mais moi, je m'imagine pas travailler avec mes parents. Hey, moi non. Oui, dans le fond, ouais. Mais oui, c'est ça. En vrai, tu voudrais pas travailler avec tes parents? Ben, je sais pas. J'ai l'impression que... C'est vraiment plus facile de travailler avec tes frères et sœurs qu'avec une autre génération, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, comme tu as dit, le clash de genre l'application, ça fait que genre, tu n'as pas la même vision, tu n'as pas nécessairement le même background. Fait mais tu sais, c'est quand même notre père pour la 2e génération qui a pris le restaurant familial puis qui en a fait un réseau de franchise de 12 restaurants. Ils connaissent très bien les opérations. Puis avant de changer quelque chose, si c'était en place, il y avait une raison pour laquelle c'était en place, qu'on prend conscience puis on prend connaissance. Mais on a grandi dans les cuisines. Fait que les opérations, on les connaît quand même très bien. Mais ce qu'ils ont fait, c'est vraiment super. Puis là, nous, c'est juste de changer ça puis de le mettre à notre image un peu. C'est Puis justement, t'avais une question? Non, on dirait qu'à toutes les fois, on dirait que des fois, on est sur ce divan-là. On se voit plus. Mais vas-y, je vais la poser après. Ben oui, j'allais parler justement de votre application. Comment ça fonctionne? Moi, je trouve ça tellement cool, toutes les promos que vous lâchez là-dessus. En tout cas, fait l'idée est partie de où, puis à quel point ça pogne, à quel point c'est rentable tout ça. Là. Ça a commencé avant le COVID. Okay. Puis il y avait vraiment une tendance dans la restauration à la hausse avec la livraison. Tu sais, DoorDash, Uber Eats, tout ça arrivait. Fait que ce soit dans les restaurants services rapides comme McDo ou les restaurants services aux tables, la livraison est en progression. Ouais. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, on a 2 mecs qui se livrent vraiment bien, la pizza et la poutine. Fait qu'on va vraiment essayer de mettre l'emphase là-dessus. Fait qu'on s'est dit, on va essayer d'être vraiment les meilleurs dans notre buffet, le take-out, puis la livraison. On avait des bonnes ambitions. Fait qu'on est allé chercher un logiciel en Australie. Oui, on a trouvé vraiment loin. Qui fait en sorte, en gros, que non seulement il y a l'interface client, que vous connaissez probablement, mais surtout, ce qui nous différencie vraiment beaucoup de nos compétiteurs et qui nous aide énormément dans les opérations, c'est le fait que ça gère la cuisine automatiquement, on peut le dire, oui. C'est, dans le fond, en gros, ça sait tout le temps, en temps réel, tes livreurs sont où sur ton territoire. Puis, en cuisine, les commandes apparaissent dans des écrans, puis les commandes sont en rouge. Et elles vont devenir seulement en verte lorsqu'il y a un livreur qui est à 8 minutes du restaurant sur le chemin du retour. Ce qui fait que même si la cuisine est débordée, ce qui arrive, des fois, les délais sont plus longs, bien, au moins, le client va recevoir sa commande. Sa commande va sortir du four lorsque le livreur va revenir au restaurant, puis le livreur va partir avec. Fait que tu n'auras pas de commandes qui attendent pendant 30-40 minutes dans l'étagère le temps qu'un livreur revienne. Puis en plus, ça va prendre tout le temps la plus vieille livraison avec ceux qui se livrent à côté, puis les assigner ensemble au livreur. Fait que ça c'est vraiment un gros différenciateur qui nous permet justement d'améliorer. Puis ce système-là,
Ben, je pense que comme tous les trucs technologiques que tu implantes au début, ça a été une catastrophe, un cauchemar. C'était vraiment... Ouais, t'es en cuisine, puis à un moment donné, juste le système, il lâche. Puis là, t'as comme peut-être... On n'a plus de papier maintenant. Fait que t'as peut-être, je sais pas, une centaine de commandes là. Mais t'as plus d'écran, fait que tu sais plus c'est quoi les commandes. Puis là, t'as les clients qui arrivent, puis c'est vraiment la catastrophe. Ça fait ça 3-4 soupers. Un vendredi soir, mettons, pendant 2 heures de temps, je pense, entre 5 et 7 heures. Ça plantait moins que 2 heures, mais ça paraissait comme 8 heures. Là. Fait que t'as du monde qui arrive, oui, la commande au nom de Marie. Puis là, ben, t'es comme, c'est quoi votre commande déjà, madame, s'il vous plaît? C'était l'enfer. Oui, c'est ça, ça a vraiment été tough. Puis ça a été vraiment fonctionnel en février à peu près. OK. Puis le COVID est arrivé en mars. Donc, fait qu'on a vraiment été chanceux de l'avoir avant que la livraison explose puis que les volumes vraiment grimpent. C'est beaucoup plus simple d'opération pour nous parce que dans les moments fortement achalandés, ben, tu peux avoir 3-4 équipiers que leur tâche, c'est juste répondre au téléphone. Mais depuis qu'on pousse vraiment l'application mobile puis qu'on a ce système de commande en ligne-là, 80% de nos commandes proviennent de la commande en ligne ou de l'application mobile. Fait que ça désengorge beaucoup les équipiers qui peuvent se concentrer à la fabrication des aliments. Je me souviens quand on a ouvert Rivière-du-Loup, on est allé avec mes frères, c'était le premier vendredi. Puis, on est encore, Rivière-du-Loup, c'est le restaurant numéro 24. Fait que c'est quand même dans les débuts. Puis, on regardait l'écran, puis j'étais comme, il y avait comme 5, tu vois, tu as tout le temps juste tes commandes à faire, fait que tu vois juste 2 commandes à la fois, mais tu vois, tu as combien de commandes en arrière dans le back-end qui attendent. Puis on était comme à, je pense, 48. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'étais comme, mon Dieu, on a genre 48 commandes. Fait que là, tu sais, faut vraiment aller vite. Puis là, je relève mes yeux comme peut-être 4 minutes plus tard, puis on était rendu à 120. Tu sais, c'est en attente. Fait que là, tu sais, c'est comme ça. Tu n'aurais jamais pu prendre ça par téléphone. Ah non, c'est ça. C'est tout parce que les gens peuvent commander en ligne, commandent tous en même temps. Fait que c'est ça. Ça permet vraiment d'avoir un plus gros volume que le téléphone. Puis pour le client, ben là, il y a l'option du tracker. Côté marketing, tu peux faire du marketing spécialisé parce que tu sais c'est quoi qu'ils commandent. C'est ça. Fait que c'est vraiment un gros plus, je pense, pour tout le monde, des choses comme ça. Plus vous parlez, là, depuis qu'on est assis, plus je suis fascinée. Là. Genre, c'est vraiment hot. J'adore. Puis c'est fou que vous fassiez tout en interne. Ouais, le monde pense souvent qu'on est genre 12. Mais... ça me mind blown. Isabelle est venue justement il y a 2 semaines. Ouais. Isaac est dans notre équipe. Ouais. Exact. Oui. Puis elle parlait de votre équipe, puis vous n'êtes pas beaucoup. Là. Vous êtes 3. 3 marketing, 3, com 2. Fait qu'on est 5 avec les com et marketing. Pour faire tout ça, là? Ouais. il y en a un nouveau qui commence le 1er mai. Ah ouais? Bon, au moins, du renfort. Exact. Puis justement, là, on parlait au début d'expansion. Vous êtes présent dans 4 provinces présentement? Dans bientôt 4, là. 4? 3, puis dans 2 semaines 4. Ouais. Puis justement, c'est quoi vos plans futurs? Est-ce que c'est vraiment de mettre de l'emphase sur ces provinces-là ou c'est d'aller toucher toutes les provinces? C'est sûr que notre priorité, là, on a une vitesse de croisière qui est, je veux dire, quand même assez rapide, qui est la plus grande la plus grande croissance en restauration au Canada en ce moment, d'ouvrir un restaurant en 14 jours depuis 2 ans. Mais notre priorité, ça ne va jamais être X nombre de restaurants. Pour nous, savoir si l'entreprise est financièrement en santé, c'est vraiment le volume de commandes / volume de vente par unité, s'assurer qu'il soit toujours en croissance. Fait que on ne va jamais se dire « on aimerait ». C'est sûr qu'on parle en termes de restaurants avec l'équipe et tout ça, puis qu'on veut avoir X nombre de restaurants, mais nous, c'est vraiment l'expansion. Qu'est-ce qui la dirige? C'est les résultats en restaurant. Fait qu'à date, ça va super bien. On a des très bons résultats. On continue d'avoir des bonnes moyennes de vente par unité. Donc, on continue la phase d'expansion. Puis pour les provinces, comme tu dis, au Québec, ça s'en vient quand même saturé. On est présent à plusieurs endroits. Fait qu'on a commencé Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario s'en vient. C'est sûr que, mettons, on va voir un beau spot à Saskatchewan, ben on va pas aller l'ouvrir parce qu'on veut vraiment faire notre expansion par rayonnement. C'est beaucoup plus facile pour la supervision des restaurants, le marketing aussi. On va pas mettre de la pub à la télé à Saskatchewan, ça coûte excessivement cher, puis il y a juste un restaurant qui va en profiter. Donc, on veut vraiment grossir par rayonnement. Donc, c'est pour ça que les Maritimes, qui sont les provinces voisines, et l'Ontario sont venus. Mais on va pas mal rester dans ces provinces-là. Là. Vous connaissez sûrement plein de chaînes de restaurants qui ont ouvert plein de restos, puis qui ont fermé la moitié ou le 3/4 quelques années après. On veut vraiment pas faire ça. Fait que c'est pour ça qu'on focus vraiment, vraiment sur le chiffre d'affaires par unité. Cool. Puis là, vous mentionnez justement l'Ontario. On en a parlé un peu avant que le podcast débute, mais comment vous vous adaptez côté culture, côté langue? Je sais que ça ne diffère pas genre tant que ça du Québec, mais à quoi on peut s'attendre, mettons, justement, quand on veut s'en aller, mettons, du côté plus anglophone? C'est vraiment différent du Québec parce qu'au Québec, les gens commencent à connaître la marque. Ils nous voient sur les réseaux sociaux, ils nous voient à la télé. Fait que je pense que les gens nous connaissent en général. Cependant, quand tu arrives où ça parle anglais,
Ils n'ont aucune idée, ils n'ont jamais vu notre logo, ils n'ont jamais vu notre marque. Fait qu'on a vraiment une game de notoriété à jouer là-bas. Fait que c'est vraiment ça le C'est ça qu'on fait aussi au Nouveau-Brunswick. Tu sais, souvent, quand on ouvre des restaurants, on met même pas de publicité avant l'ouverture, puis on sait qu'on va avoir un achalandage naturel de par notre notoriété, puis le monde nous connaisse des réseaux sociaux, puis a entendu parler de nous. Puis tu sais, au Nouveau-Brunswick, le premier qu'on a ouvert à Quispamsis, qui est un tout petit village, pratiquement 100% anglophone, mais le monde ne nous connaissait pas vraiment. Donc, c'est sûr que notre côté marketing, communication a été différent. Puis on n'a pas connu les booms d'ouverture comme on connaît des fois, tu sais, comme Sébastien parlait de Rivière-du-Loup, mais c'est quand même très, très fréquent qu'on sorte du 200, 300 commandes à l'heure sur les heures de rush. Tu sais, on n'a pas vécu ça quand on a ouvert au Nouveau-Brunswick. Par contre, c'est le fun de voir que la progression est constante et tout le temps là. Fait que, tu sais, c'est juste de se faire connaître, puis après ça, d'être capable de fidéliser les clients. Puis à date, je pense que ça va bien. Puis qu'on a ouvert notre 3e restaurant au Nouveau-Brunswick, mais là, on a battu quand même... On n'a pas battu des records, mais ça a été des gros volumes de vente. Ouais, ben il était dans une ville francophone. Okay. Fait que probablement qu'il consomme du média québécois là-bas. Ouais. C'est quoi votre record de vente? Ben si on y va en XYZ, mettons, il y a la F1 qui a été pas pire, ou sinon à Sept-Îles. Ouais, la F1, ouais. À Sept-Îles, on a vendu 3 fois ce qu'un Salvatore moyen fait en une semaine. Puis à la F1, c'était une fin de semaine de 3 jours. Ouais. Puis qu'est-ce qu'un Salvatore fait en 6 semaines, on l'a fait en 3 jours. Ouais. C'est capoté. Vraiment. Ben oui, sur l'île de Montréal, genre, ça doit être capoté comment il doit y avoir du monde. Ben, il y a du monde ce week-end-là, fait c'est fou. Puis en même temps, un peu dans la même lignée, on a parlé de comment ça change, mettons, d'une province à l'autre. Mais mettons, le contrôle que les franchisés ont sur le côté marketing, ça peut ressembler à quoi, mettons? Qu'est-ce qu'ils ont? Leur mot à dire ou ils ont-tu un petit jeu, genre? Aucun. Tu parlais de... Ça ressemble à... Aucun, ouais. Okay. Non, on veut vraiment garder l'image de marque à l'interne. Je pense que c'est même dans la plupart des chaînes. Tu veux pas que... Mais non plus, tu veux pas qu'il y ait un compte TikTok, mettons, Salvatore Sainte-Foy, Salvatore Saint-Georges, Salvatore, c'est ça. Fait que ça serait juste... Exact. Ça ferait 64 comptes de TikTok Salvatore. Puis c'est ça, fait que tu veux pas ça. OK. Ah, bon, c'est parfait. On travaille vraiment fort pour qu'il y ait des bons résultats, puis on est tout le temps ouvert aux suggestions, surtout dans les provinces dans lesquelles on s'y connaît moins. Okay. Fait que, tu sais, mettons, j'ai en tête une ville au Nouveau-Brunswick qui nous ont dit, ben, ici, l'équipe de hockey, c'est vraiment cool. Fait que, on sponsorise l'équipe de hockey. Okay. Puis on fait tirer des... Puis on essaie de penser outside of the box. Fait que là, ils font tirer des boîtes dans la foule, genre, pendant entre les périodes. OK. C'est cool. C'est nice que, justement, vous preniez le pouls puis que vous soyez vraiment à l'écoute, justement, des territoires que vous connaissez un petit peu moins. Là. Ça montre que vous voulez être impliqué puis que... Si vous voulez être là pour de vrai. Puis on est vraiment à l'écoute aussi, tu sais, non seulement marketing, image de marque, mais par rapport à toutes les autres sphères de l'entreprise. C'est comme, c'est ça, au Nouveau-Brunswick, on savait que les donneurs, c'était quelque chose, mais on savait à quel point c'est nécessaire. On savait pas trop, puis c'est vraiment les gestionnaires du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, qui nous en ont parlé, puis on a lancé ça. Et puis il y a des gestionnaires qui nous disent « Ah, c'est telle sorte de pizza », puis là, la semaine passée, on a fait les tests de cette pizza-là, fait que... T'sais, on n'a pas l'ego de dire qu'on a la science infuse puis qu'on connaît tout. Puis les gens dans les opérations ont souvent des très bonnes idées, fait que on les écoute. On teste pas mal d'affaires. On vend des données au Nouveau-Brunswick. Ouais. Moi, j'ai une question au niveau de tout ce que vous faites au niveau communautaire. Vous donnez quand même beaucoup à des organismes, vous donnez aussi beaucoup à vos employés. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, justement, vos parents ont implanté avant puis que c'est resté, ou c'est quelqu'un de vous 5 qui a fait « Hey, gang », c'est important, puis on va dans cette direction-là. Notre grand-père, là, c'était un immigrant italien d'après la Deuxième Guerre mondiale. Il est arrivé, il n'y avait pas grand-chose. Puis, il a ouvert le premier restaurant avec notre grand-mère à Saint-Georges-de-Beauce, un petit village. Ils ont eu 7 enfants au 2e étage de leur restaurant. Ils venaient mettre la main à la pâte, faisaient des batchs de sauce. C'était vraiment très familial. Puis, notre grand-père ne parlait pas très bien français, mais c'était comme... Tu sais, il est décédé, moi j'étais plus jeune, Sébastien était un peu plus vieux, mais j'avais peut-être 10 ans, peut-être. C'est ça, tu sais, fait que, tu sais, on avait connaissance un peu, mais on s'en est fait beaucoup parler, tu sais, qu'il était farceur, tu sais, il était vraiment très près des gens. Donc, c'est ça, puis nos parents se sont aussi toujours quand même beaucoup impliqués dans les communautés quand on était petits, tu sais, du bénévolat, tout ça, des causes, certaines causes qui leur tenaient plus à cœur. Fait que pour nous, c'était vraiment comme, ça s'est fait naturellement de s'impliquer dans les communautés dans lesquelles on est établi. Puis, c'est sûr, on vient de Québec, tout ça, mais on est autant impliqué à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, qu'à Gatineau. Fait que, on laisse aussi une place aux gestionnaires de voir avec quelle entreprise ils veulent, avec quelle organisation, que ce soit communautaire, culturelle ou bien sportive, ils veulent redonner. Puis aussi, au centre de service, on fait des initiatives. Tu sais, nous, on est chanceux, là, on a 16, tu sais, à nous 5, on a 16 enfants qui sont en santé, mais c'est sûr que les enfants handicapés, tout ça, tu sais, ça nous tient très à cœur. Fait que on est chanceux, l'entreprise est en santé, fait qu'on redonne beaucoup. C'est ça, puis je pense que ça procure tellement plus de bonheur, sincèrement, comme entrepreneur, de créer une compagnie qui va faire, que les gens vont aimer, mais aussi qui va pouvoir aider à faire le bien. Tu sais, la compagnie est en santé, puis ça fait
2 ans, tu sais, qu'on a vraiment des bons chiffres. Fait qu'on s'est dit, ben, tu sais, on n'a pas besoin nécessairement de plus pour vivre. On est 5 actionnaires. Fait qu'on essaie de redonner au maximum. Puis ça nous apporte vraiment sincèrement beaucoup de bonheur. Puis quand on implique aussi les gestionnaires des pizzerias, tu sais, les franchisés, ça leur fait le même effet aussi. C'est ça. Fait que c'est vraiment juste du gros positive vibe. Ouais. Puis les gens s'attachent à ça. Peut-être que ça nous aide à performer aussi, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment bon de redonner autant pour son bonheur personnel que parce que ça aide les gens. Ouais. Vraiment. Je pense que, tu sais, justement, vous l'avez mentionné que votre clientèle est peut-être un peu plus jeune. Puis, tu sais, oui, je pense que ça touche tout le monde, puis tout le monde est vraiment heureux, mais je pense que nous, voir ça, ça nous pousse encore plus à Vraiment. être comme pas à être attirés envers vous, mais À adhérer plus à la marque. Puis justement, on recherche c'est ça. justement de Le profil humain Vraiment. derrière. C'est comme on Ben, disait c'est ça, tantôt, ouais, totalement. Fait que c'est vraiment beau, c'est hot. Je capote. Félicitations pour Merci. tout ça. Merci. Est-ce qu'on est rendu à la question? Attends, mais moi, j'ai une question avant la question. J'ai une question. J'ai hâte de voir c'est quoi la question. Non, c'est rien de stressant. Là, moi, ma question, ça va vraiment être moins sérieux que de ce qu'on parle depuis tantôt. Mais on parle de pizza. C'est laquelle votre pizza préf? Genre, c'est quoi votre go-to pizza Salvatore, mettons? Mais Moi, parce que tu fondue parles... chinoise. Ouais, là, tu parles de pizza, mais les poutines aussi, là, sont quand Oui, même... c'est vrai. Hey, moi, j'ai 35% tellement des faim, commandes là. ont des poutines. Fait que Ok. moi, je suis une fille, je sais pas, je manque de piquant dans ma vie, mais la pizza mexicaine avec des piments bananes, là, des piments, c'est très bon. ouais. Mais la poutine Salvatore, Ouais. aussi une poutine épicée. Ouais. Moi, Non, moi, ça, c'est la Tao, je gagne. Non, toutes les poutines avec la sauce suprême. On a 3 ouais. sortes de sauces tu sais, pour les Ok, poutines. ok. Bon, la brune puis barbecue qui sont 2 que pas Ouais. mal tout le monde connaît. Puis la sauce suprême qui est un petit peu sucrée, qui Ouais, c'est bon. est dans la majorité des poutines maintenant. Tu sais, je pense qu'elle est plus populaire que les 2 autres ensemble. Ok. Puis selon moi, toutes les poutines devraient être faites avec cette sauce-là. Ah ouais. Ouais, ça devrait remplacer la sauce Ah, brune. c'est comme Ok. le monde qui commande C'est dans un une petit peu pizza. sucré, c'est vraiment bon. Fait que peu Nous, on va importe aller si tu faire mets un la taste sauce test après, suprême. là. Mais moi, je suis vraiment dans Nous, on s'en va là après, on Tu fait des prendras une tests. poutine normale ou une poutine popcorn avec la sauce suprême, c'est ça l'important. On fait un Ok. C'est review, vraiment là. bon, ouais. Oui, je suis vraiment down. Mais tout le monde qui prennent des poutines classiques chez nous, sauce brune, je suis comme, what a waste. Ou Ouais. genre des pizzas garnies. Je suis comme, mais tu sais, elles sont bonnes, mais Oui. ouais, moi, j'aime ça. Très hot. Toi, Claude, ta pizza préf? Moi, c'est la poulet buffalo. On a la même. Moi aussi. Ah oui, ok. Ouais. Mais Barbecue, là, c'est-tu barbecue? mais là, Non. Buffalo est non, ok, retiré non, du menu barbecue, super, je veux dire. là. Oui, Ouais. c'est Barbecue. on a la même. On est la Barbecue. même. Préférée? Fait que t'aimes un peu le sucré. Oui. Ouais. Moi, Ouais, j'aime c'est- déjà que Fait que tu prendras une poutine avec la sauce suprême. Parfait. Yeah, c'est sûr. On Mais- s'en va là. Je suis s'en va là. vraiment down. On va arriver avec notre hoodie. Salut! Je peux t'avoir mon ramapoids. On est des plus. On fera Non, pas ça, non. inquiétez-vous pas. Ah, non. Ouais, non. Mais on est rendu à la question, Oui, on est je rendu à la pense. question. OK. Dans le fond, c'est vraiment pas une grosse question. Soyez pas stressés. Le podcast s'appelle le D2D. Et puis pourquoi on est parti de podcast, c'est vraiment pour montrer aux étudiants c'est quoi les possibilités de que ça soit ton D2D en finissant ton bac en marketing. OK. Fait que la question est, c'est quoi vous, votre D2D en marketing? Dans votre quotidien, en fait. Welcome. Ouais, en comme... Ça dépend vraiment de quelle position tu veux avoir. Tu sais, comme Ouais. tu peux avoir un horaire plus régulier. Si tu es dans un poste de gestion, tu sais, de gestion d'équipe, tu sais, des fois, il y a des deadlines qui sont serrés, fait que il faut que tu restes plus tard. Mais ce qui est hot, pour vrai, autant en marketing qu'en com, on a vraiment des gens qui sont actifs. Mhm. Fait que les 3, on va s'entraîner de 11h à midi. Des fois, c'est au CrossFit, des fois, c'est on fait de la boxe. Mhm. Puis on y va tous ensemble, fait que c'est vraiment le fun. Ouais. Ah, c'est bien. Puis, tu sais, on arrive quand même tôt au bureau, on fait nos choses, puis là, ça fait un break dans le milieu de la journée. Après ça, on va manger, puis après ça, on continue notre journée. OK. Nous, ça ressemble à ça, puis en com, c'est la même chose Mais aussi. je pense que c'était pas trop ça la question. Je pense que C'est quelqu'un quoi qui ton sort des D2D? études, genre, Ouais. sais-tu, ben là, je vais planifier Mais même vous. la circulaire, s'assurer que... Mais tu sais, dans le sens, genre, même vous, qu'est-ce que vous faites, tu sais, Ouais. genre, le matin quand vous levez puis vous arrivez au bureau? Là? Ouais. Je sais pas. OK, moi, je l'avais vu de même, ou si tu Ah, voulais ok, les ouais, tâches ouais. que la personne Non, fait. ben, les deux. de même, genre, c'est quoi ton, tu sais, c'est quoi toi, Sébastien, ton D2D? Tu te lèves à quelle heure, tu fais quoi? Quand tu t'en vas au bureau, quoi est la première chose que tu fais? Quel type de tâche tu peux faire? Le midi, là, on sait que tu t'en vas à la boxe. Ou, ça, c'est parfait. La fin de la journée, puis le soir, tu sais, est-ce que vous restez au bureau jusqu'à 10h le soir ou vous avez un horaire stable puis vous revenez à votre famille, puis... On fait beaucoup d'heures, si on parle de moi Ouais. personnellement, Ouais. et Ouais. Lee aussi, sincèrement. Ouais. Puis, fait que on a la chance d'avoir des conjoints et conjointes compréhensifs, parce que, ouais, tu fais beaucoup d'heures. Ouais. Souvent, tu sais, il y a le lundi qui est sacré, où est-ce qu'on va souper les 5 enfants ensemble avec tous nos enfants puis nos parents, Mhm. où est-ce qu'on est 27 à la fois, puis ça, c'est tous les lundis souper de famille. C'est cute. Famille. Ouais. À 5h30, le service des enfants commence. Et c'est tellement hot que vous ayez Ouais, c'est comme cute à ça, voir. là. Ouais, c'est vrai le fun, ouais. On est chanceux. C'est Puis les vraiment cousins, hot. d'être tous ensemble aussi, ils trippent, puis ça Eh va oui. vraiment leur faire des beaux souvenirs. Ouais. Eh oui, C'est sûr. vraiment. Mais oui. Puis toi, Elisabeth, mettons, ça peut ressembler à quoi? Oui. Ben moi, il y a quand même une grosse partie, ces réseaux sociaux. Ouais.
Fait que, tu sais, ça va selon les journées de la semaine. Là, mettons, tu sais, le vendredi, on va se rencontrer pour voir... dans les réseaux sociaux, on veut respecter des niches. Tu sais, si quelqu'un fait tout le temps des vidéos de make-up, mettons, pour faire une vidéo de nourriture, ben ça va pas nécessairement intéresser son auditoire. Fait que c'est un peu la même chose qu'on essaie de reproduire. Fait que on a 4 niches qu'on a, puis on détermine... ben là, tu sais, la fille, elle a scrollé sur TikTok, Instagram, puis Facebook, beaucoup. Fait que, tu sais, elle va proposer des choses, puis là, le lundi, mettons, ben là, on va aller filmer ça. Depuis peu, on a quelqu'un aussi dans l'équipe qui est vraiment un anglophone des Maritimes, qui a peut-être plus une connaissance exacte du marché, puis qu'il y a le festival du cochon à Miramichi, puis c'est important, mettons, que nous, tu sais, je sais, mettons, qu'il y a Igloo Fest, ou il y a le FEC, ou peu importe les événements, fait que quelqu'un, bref, fait qu'on travaille avec cette personne-là aussi. Mais toute la gestion des commandites, on a quelqu'un aussi à l'interne qui a fait juste ça, là, gérer, on s'implique beaucoup, là, c'est au-delà de 250, 300 000 par année qu'on redonne dans les communautés, fait que plus on s'implique, plus on a de demandes. Donc, toute la gestion de ça, ça serait que ça roule bien. Notre présence aussi multiplateforme, on veut véhiculer le même message, mais d'une manière différente parce qu'on ne s'adresse pas au monde de la même manière que ça soit sur tel ou tel réseau. Fait que c'est ça, là, qu'on fasse parler de nous, rayonner, c'est plus comme mon day-to-day. Là. Puis c'est sûr, ben, étant une entreprise familiale en pleine croissance, il y a plein de petites affaires qui arrivent, puis à la fin de la journée, ça fait des grosses affaires, mais c'est ça. Ayant des jeunes enfants, souvent, je pars un peu plus tôt du bureau, mais je travaille le soir quand ils sont couchés. OK. Très hot. Puis Vraiment. j'avais une question, c'était... Ah oui, est-ce que ça arrive encore des fois qu'il y a des problèmes, puis vous allez en succursale, puis allez hop, vous faites une pizza? Ben, je dirais pas des vraiment problèmes, mais prendre le pouls. Ouais. On a beaucoup de KPI, qui s'appelle, d'indices qu'on analyse pour chacune des pizzerias. Fait que, tu sais, oui, il y a tout le temps des pizzerias qui performent moins bien, qu'on travaille pour améliorer. Mais tu sais, on a les gestionnaires dans la pizzeria, on a les directeurs de territoire, on a 2 directeurs nationaux qui, eux, ont chacun 8 directeurs de territoire. Puis ensuite, il y a le CEO. Donc, je pense que les feux s'éteignent avant d'arriver à nous s'il y a des feux. Mais on est tout le temps en mode, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système, pour faire en sorte que le client soit mieux servi, faire en sorte que les équipiers soient plus heureux, faire en sorte que les gestionnaires soient heureux. Donc, on est plus dans travailler dans le futur que dans le présent, mettons. Vous avez du monde, anyway, justement, comme tu as dit, pour calmer les feux avant. Là. Avant vous. Mais, avant d'arriver à vous, là. Tu sais, mettons, nous deux, ça fait peut-être un peu plus longtemps, mais on a un de nos frères, Frédéric, qui, lui, tu sais, quand même passé pas mal de temps dans les restaurants dans les derniers mois. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut être... Tu sais, on veut pas, on a passé énormément de temps dans les restaurants. Puis quand on prend une décision au centre de service, je pense qu'on a quand même on sait très bien comment ça se répercute sur les restaurants, les équipiers, les gestionnaires. On est encore capable de sortir des roches. Oui, on est encore capable de faire de la pizza. Mais non, c'est ça, des fois, ça donne que, tu sais, on a ouvert un restaurant, c'était à Saint-Augustin, mais on était... En tout cas, moi, je suis allée faire un tour, un souper, je suis allée aider l'équipe. Tu sais, il y a une équipe de formation aussi quand on ouvre un nouveau resto, puis ils sont déjà en super appui, ils sont en contrôle. Fait que c'est vraiment le fun à voir que l'équipe est en contrôle. Mais c'est le fun d'aller faire un rush, puis... moi, j'aime ça, là. Pas de temps en temps, là. C'est parfait, ça. Très cool. Puis maintenant, où est-ce qu'on peut rejoindre Pizza Salvatore sur les réseaux sociaux? Donc, c'est aux gens qui nous écoutent, là, comment on peut vous suivre, puis c'est où qu'on peut vous rejoindre? On est présent pas mal partout. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn un peu plus corporatif. Là, il y a Twitter qu'on est comme en... Tu sais, nous, au Québec, Twitter, c'est vraiment plus médiatique. Mais, tu sais, il parlait de Xavier qui vient de Toronto, qui est quand même jeune. Puis lui, il dit, moi, en Ontario, mes amis, on est sur Twitter, puis on échange sur Twitter. Fait que là, on essaie on est là-dessus on aussi. On essaie de se plugger sur Twitter aussi. Ouais, on essaie. Ça sera pas la première fois qu'on part un compte à zéro puis qu'on le monte, mais c'est ardu comme tâche, là, Twitter. C'est partout. Ouais, partout. Puis en tout cas, on n'est pas sur BeReal, on se demandait si ça valait la peine. Mais je sais pas. Ouais. C'est quand même une bonne question. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise là-dessus. Hein? Non. Je sais que où je travaille, on a été présent. OK. Mais on a été. je pense qu'on n'est plus tant dessus, mais... Je pense que TikTok, non. C'est ça. Quand même. C'est que il y a eu un bout qu'on l'utilisait full. Après, c'était comme tout le temps les mêmes affaires quasiment. C'est ça. Mais sinon, l'option Discovery est quand même cool. Tu sais, sur BeReal, t'as comme tes amis qui le voient. Mais tu peux le mettre en mode que tout le monde voit ce que tu publies. OK. Fait que ça, c'était quand même cool là, pour faire la promotion. Moi, j'avoue. C'est vrai. Ça, on l'utilisait quand même des fois, mais... Ouais. En même temps, les nouvelles tendances viennent tout le temps des plus jeunes. Tu sais, comme TikTok, mettons, c'est ma petite cousine qui avait 15 ans à l'époque qui nous a fait découvrir ça. Okay. Puis la première fois, j'étais comme, je comprends vraiment pas pourquoi le monde va là-dessus. Puis, en tout cas, tu finis par le comprendre. Mais bref, on était là-dessus avant que ça devienne
ce que c'est aujourd'hui. Puis je Ouais. pense que ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup d'émulage. Ouais. Vraiment. Mais en tout cas, vous perdez rien de l'essayer, je crois. Si tu dis que vous avez fait un petit bout, puis je sais pas, ça à voir. Le pire qui va arriver, c'est que Be Real va redescendre. C'est exact. ça. Ouais. En même temps, c'est quand même super authentique aussi comme plateforme. Là, fait que ça revient vraiment à rechercher tout ce que vous prônez puis que vous mettez de l'avant. Là, en même temps, ça vous permettrait de vraiment avoir tout votre quotidien et votre day-to-day. Ouais, exact. Mais c'est ça. Fait que, OK, super bon. Ben, tout le monde va rester à l'affût de ce qui va se passer chez vous dans les prochains moments grâce aux réseaux sociaux. Puis Claude, on peut rejoindre le démarque où? Même chose un petit peu partout, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. On a notre infolette aussi, donc n'oubliez pas de vous abonner. Exactement. Merci. Merci à vous. D'avoir été C'était super là. le fun. Vraiment. Ben, vous reviendrez. On a trippé. En tout cas, moi. C'est cool. Bye, bonne journée. Merci. Salut à tout le monde. C'est ce qui conclut cet épisode du Day to Day, le podcast présenté par le Démarque. On aimerait remercier tous les invités de la 2e saison et également notre partenaire principal, Pizza Salvatore. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine!